Rebonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour la dernière séquence avant la fin de cette journée. Alors comme on a pu le découvrir jusqu'à maintenant, l'univers du sport finalement ça recouvre un nombre de métiers extrêmement divers et variés. Alors comment est-ce qu'on peut faire ces choix? Et puis quels critères on doit prendre en compte pour avoir une vie professionnelle épanouissante? Plein de bonnes questions qu'on a commencé à poser à une coach conseillère en orientation. On vous propose d'abord une petite vidéo de 5 minutes et puis ensuite nos invités sont là pour continuer à vous proposer leurs clés sur tous ces sujets. À tout de suite. Bonjour Anne. Bonjour Antoine. Anne, pouvez-vous rapidement vous présenter et surtout nous présenter votre rôle face à des lycéens et des étudiants? Oui, alors Antoine, je suis coach d'orientation indépendante et j'accompagne les jeunes dès le lycée en fait dans leur choix d'orientation post-bac. Et puis l'orientation ne se termine pas une fois qu'ils ont leur bac en poche. Les choses continuent, de nouveaux choix sont à réaliser. Et donc je les accompagne en cours de cursus, notamment au moment des choix de master ou dans le cadre de réorientation. Alors tous ces accompagnements se déroulent soit à mon cabinet, si ce sont des accompagnements en individuel, ou bien directement dans les établissements lors de séminaires, notamment pour préparer au choix de master. Et puis je suis ravie de collaborer avec Omnes Éducation dans le cadre des admissions. Alors le groupe Omnes Éducation a développé une nouvelle approche pour présenter nos différentes formations aux lycéens et aux étudiants, les pôles experts. Qu'en pensez-vous? Je trouve que cette approche par pôle expert répond parfaitement aux attentes des jeunes. Combien de fois j'ai entendu des jeunes qui revenaient, vous savez, des salons pour l'orientation et qui me disaient combien ils avaient un sentiment d'amertume. Ils ont eu le sentiment qu'il y avait tout un jeu de séduction entre les écoles qui les attiraient à chaque fois et donc sans tenir compte de leur propre motivation. Donc ils ne se sentaient pas vraiment écoutés. A contrario, je trouve que vos pôles experts partent comme on le fait en coaching, du candidat, de ses envies, de ses besoins. Et je trouve que c'est une réponse personnalisée. Est-ce que cette approche des pôles experts vous paraît cohérente face à la complexité du choix des études supérieures? Alors Antoine, oui, vous avez raison de parler de complexité des études supérieures. Si on regarde simplement Parcoursup, ce sont plus de 17 000 formations qui sont proposées au catalogue. Sans parler du jargon, on parle de bachelor, de programme PGE, de Master of Science, de BUT même depuis cette année. Et je trouve que vos pôles experts sont riches et novateurs. Pourquoi? Parce qu'ils placent le candidat au cœur de la démarche et leur apportent pour le coup une réelle lisibilité. En fait, le candidat arrive avec son bagage, avec ses envies, avec ses besoins. En termes, il a défini des critères de choix. Peut-être qu'il a envie d'étudier dans telle ville, peut-être qu'il veut tel type de format en alternance ou non. Eh bien, ces questions, c'est quelles sont mes possibilités? Que me proposez-vous? Eh bien, vos pôles experts répondent à toutes ces questions. Est-ce que cette démarche est aussi rassurante pour les parents de nos lycéens et de nos étudiants? Alors les parents, ils sont vraiment à cœur d'aider leur enfant à faire des bons choix et ils se sentent en même temps complètement démunis. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent bien compte que finalement les choses ont beaucoup changé depuis l'époque où eux-mêmes ils ont fait leur propre choix. L'accès à la formation, les débouchés. Aujourd'hui, on a un Parcoursup qui est assez complexe, on a une offre de formation qui est pléthorique, des passerelles qui n'existaient pas avant, des nouveaux métiers qui émergent. Finalement, il y a vraiment de quoi se sentir perdu. Les parents craignent aussi que leur enfant se trompe d'orientation et qu'ils se sentent malheureux. Alors oui, je suis vraiment convaincue que la démarche du groupe Omnes Éducation répond parfaitement à leurs attentes. C'est une démarche que je trouve novatrice et adaptée. Elle reflète quelque part la signature du groupe, telle que j'ai pu le constater dans le passé. En fait, je vous trouve très portée sur le besoin de chacun, avec un accompagnement individualisé au plus proche des besoins de chaque candidat. Et puis je trouve que partir de ce qui motive le candidat, que ce soit le digital, le sport ou encore le luxe, eh bien, ça permet aux jeunes de trouver à travers le pôle expert une déclinaison d'offres de formation à l'intérieur du groupe. Anne, en termes de dernière question, pouvez-vous nous donner un exemple d'un lycéen que vous pourriez orienter vers un pôle expert?
Alors oui Antoine, je pense à un jeune lycéen que j'ai accompagné récemment. Il est en terminale et il m'a dit qu'il était intéressé par le domaine du digital. Alors c'est un domaine très complexe, hein, très varié aussi et en même temps il n'a pas envie de coder. Mais je pense que grâce à votre pôle expert, eh bien, ce jeune va pouvoir trouver chaussure à son pied au sein du groupe Omnes Éducation. Le pôle expert va pouvoir l'aiguiller vers ce qui lui plaît le plus, que ce soit le multimédia, la création, le design ou encore le marketing. Merci Anne pour cette interview. Merci Antoine. David, on va continuer à parler orientation avec les invités. Oui, très Je te bien. laisse nous les présenter. Oui, alors je vais commencer par Christine Visantin, qui est la directrice du développement de notre campus de Chambéry Omnes Éducation, Julien Duprat, directeur des programmes sport d'Omnes Éducation, et Aurélien Flacassier, qui est en charge de Compétences Phoenix Paris, cabinet spécialisé dans le recrutement des talents et de la communication, dans la communication, le marketing digital, et dans les domaines du sport, loisir et entertainment, donc vraiment un expert des métiers du sport. Alors on va commencer par toi Aurélien, qui est vraiment l'expert de l'emploi, puisque nous, notre ADN, c'est l'employabilité dans notre pôle. Quels sont à peu près les métiers, l'environnement de l'emploi dans le domaine du sport? Alors, ils sont assez nombreux. C'est vrai que même moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans maintenant, on se disait je veux travailler dans le sport. On regardait avant tout la grande distribution. Et maintenant, on se rend compte que l'emploi dans le sport, c'est pas que la grande distribution, ça va être les équipementiers, ça va être le monde des agences qu'on oublie beaucoup, mais il y a de plus en plus d'agences et on se rend compte qu'en ce moment, ça repart, que les marques réinvestissent, que le sponsoring se relance. Donc, il faut aussi regarder le monde des agences, les médias, bien sûr, et après, derrière, tous les ayants droit. Donc, quand on dit ayants droit, c'est ce qu'on appelle détenteurs de droits. Donc, ça va être des clubs, des fédérations, des ligues, des organisateurs d'événements. Et on se rend compte que tout ce pôle-là, il a tenu tête à la crise, il est toujours là, il repart plus belle. Et c'est tout cet univers qui crée un bel écosystème du sport et sur lequel il y a plein d'opportunités. Et j'ai l'impression aussi qu'avec Paris 2023, enfin France 2023 et Paris 2024, ça crée un certain élan. Et que pour les jeunes qui vont rentrer aujourd'hui, avoir cette visibilité-là à long terme, sur 4-5 ans, c'est quelque chose d'hyper fort pour eux, quoi. Donc tu leur conseillerais de venir évoluer dans ce secteur? Il y a de l'emploi. Exactement, je pense que... Alors ça fait pas tout de choisir une école qui a une spécialisation dans le sport. Je pense que c'est un premier pas vers l'employabilité dans cet univers. Derrière, ça va être surtout les stages, les alternances qui vont dicter un peu leur carrière. Je dis souvent, attention, les premiers stages, les premiers choix d'alternance, c'est aussi important que le premier job. Donc c'est vrai que sur les premiers jobs, si on voit quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le sport et qu'on va le comparer, même s'il a une expérience associative, un BDS ou un BDE ou quelque chose dans le sport ou un club, pourquoi pas, mais c'est vrai que les gens vont sur le sport, c'est un petit cocon, les gens aiment bien regarder, aiment bien prendre quelqu'un qui vient du sport, qui a une première expérience dans le sport, ça fera la différence par rapport à un autre candidat. Donc je pense que juste le fait de choisir une école dans le sport, c'est un premier pas. J'avais fait la même chose moi il y a 15 ans avec une autre école qui avait une première spécialisation dans le sport. Mais c'est en aucun cas suffisant pour travailler dans le sport. Oui, ça sera toutes les passerelles que vous allez créer avec les entreprises, le tissu local, l'écosystème. Et donc, c'est un premier pas, mais il faut créer son petit village, comme on dit, et se servir de l'école pour aller chercher les contacts du sport. D'accord. L'environnement du sport évolue. On a parlé des nouveaux métiers, le digital. On parlait tout à l'heure ensemble de l'e-sport. Donc, qu'est-ce qui va permettre à ces jeunes de s'adapter? Alors, les écoles, l'investissement, est-ce que ça va être aussi une obligation pour eux de se former tout au long de leur vie? Quelle est l'approche qu'on peut donner à ces jeunes qui vont évoluer dans un milieu qui va beaucoup changer au cours de leur carrière? Pareil, là aussi, au sein du cabinet, on dit souvent qu'il n'y a pas une expertise sport, c'est une passion. Après, je pense qu'il faut rester le plus... dans sa formation, on parlait de digital, je pense qu'un chef de projet digital, il peut aller vers le sport, mais il faut qu'à la base, il ait les bases d'un chef de projet digital, donc bien connaître l'écosystème, quels sont les nouveaux métiers. C'est vrai qu'on parlait du digital,
Là où avant, on avait juste un chef de projet, je dis souvent cet exemple, mais avant, on avait un chargé de communication qui s'occupait de l'interne, qui s'occupait de la com RH, qui s'occupait de faire un peu de graphisme, de faire les déclinaisons sur les supports. Ben, maintenant, aujourd'hui, au sein d'une équipe, un chargé de com, il est divisé en 6 ou 7 postes entre un community manager, un social media manager, un web designer, un chef de projet digital, il y a tellement de nouveaux métiers que oui, il faut suivre cette évolution. C'est aussi aux écoles de mieux appréhender cet écosystème. Mais oui, le digital, c'est clé. Après, on se rend compte qu'il y aura toujours besoin de chefs de projet événementiels, qu'il y aura toujours besoin de commerciaux, d'account managers. Donc, il y a des métiers qui restent. Mais c'est vrai que le digital, on le voit bien même au sein des clubs, des fédérations, etc., avec la crise, ça a boosté encore plus ces métiers-là. D'accord. Comment tu fais, toi, Julien, par rapport au programme sport? Parce que ce que vient de dire Aurélien, c'est globalement, il faut s'adapter, il faut faire évoluer. Comment, toi, tu adaptes les programmes pour qu'on soit toujours à la page, quoi, on va dire? Ça part des professionnels, déjà. Oui. Donc, c'est-à-dire être capable de faire un audit avec les professionnels du secteur sur les nouvelles tendances, donc une sorte de benchmark en fait de ce qui se passe. Tu évoquais le e-sport qui est rentré dans nos programmes désormais. Et non pas savoir jouer aux jeux vidéo, ce n'est pas la question du tout, mais savoir marketer le e-sport en l'occurrence, comprendre son environnement. Et puis c'est aussi être au plus près des acteurs de l'événement, c'est-à-dire vivre l'événement au plus près de ceux qui l'organisent, en échangeant avec eux, en comprenant leurs enjeux très clairement. Parce que je rejoins ce que dit Aurélien, avant d'occuper une fonction dans le secteur du sport, on est un expert métier et nous, on forme les étudiants à devenir des experts dans un secteur d'activité, dans un domaine d'activité précis. Et je crois que l'exemple tenu, en l'occurrence sur le chargé de communication, il est hyper intéressant parce que moi, j'ai travaillé en club, j'ai commencé par le poste de chargé de communication. Maintenant, on regarde l'organigramme des clubs, c'est un poste qui n'existe quasiment plus, très clairement, qui a été effectivement extrêmement divisé. Et nous, on amène à cela. Et donc notre pédagogie d'aujourd'hui, même si elle a des bases, elle ne sera pas forcément la même demain ou par exemple à l'arrivée de Paris 2024, qui est maintenant dans 3 années et qui va véritablement aussi bouleverser le marché de l'emploi, parce que c'est près de 150 000 emplois qui vont être créés au moment de Paris 2024, donc automatiquement des ressources extrêmement importantes. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a un métier qui existe dans le domaine du sport, demain il n'existera plus ou d'autres. Donc toi, tu es capable de dire, on va faire évoluer les programmes, ce n'est pas des choses qui vont rester figées pendant des années pour qu'on réponde exactement aux besoins du marché. Je crois que c'est la force de nos profils au sein d'Omnes Éducation. Je suis issu du monde professionnel, très clairement, et non pas de l'éducation au démarrage. Donc c'est s'adapter, évidemment, aux nouveaux métiers, c'est une évidence. Et ça, je crois que la signature auprès de nos étudiants, elle est extrêmement claire, même auprès des parents. Quand on fait nos réunions de rentrée, moi j'ai l'habitude de dire qu'évidemment, parmi par exemple les 300 étudiants qui sont dans l'amphi, tous rêvent un jour d'être directeur général du Paris Saint-Germain, mais il n'y en aura certainement qu'un. Par contre, il y aura 20 directeurs de magasins Decathlon parce que le métier actuellement, il est en distribution sportive, il est en retail. Et donc, nous, c'est aussi coller véritablement aux besoins du marché. Parce que sinon, c'est vendre et proposer du vent. Oui. Et je crois que l'enseignement, ce n'est pas ça, c'est proposer du concret. Pour l'emploi. Pour l'emploi. Pas emmener des jeunes dans une... À l'emploi. Oui. Et toutes les actions qu'on met en place et dont tu es l'initiateur, d'actions de bénévolat, de lecture de magazines spécialisés dans le sport. Savoir que PSG va battre Angers vendredi, très clairement, notre ego de supporter, je sais qu'il y a un fan des Girondins de Bordeaux qui n'est pas très loin ici. Oui, c'est intéressant, mais dans notre métier, ça nous apporte zéro, très clairement, que Messi marque un but. Par contre, que l'opération de merchandising sur tel ou tel joueur vient d'une stratégie définie, oui, là, ça a un véritable intérêt. C'est pour ça qu'on colle à la réalité du marché. Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit, Aurélien et Julien, et pour laisser la parole à Christine. Aujourd'hui, on parle de métier, donc nous, on parle de secteur, puisqu'on est dans le domaine du sport. Toi, tu recrutes plutôt, on va dire, de façon globale, puisque tu proposes tout type de formation sur les masters, entre autres. Quels sont les conseils? Parce qu'on dit souvent le domaine du sport, c'est un peu différent, il faut lire l'équipe, on disait ça, mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui veut évoluer dans le monde du sport, il faut qu'il respecte peut-être les mêmes règles que quelqu'un qui veut faire du RH, de la finance, etc.?
Oui, alors c'est ce qu'on leur dit. Ils doivent respecter les mêmes règles. 3 étapes fondamentales, un petit peu comme le profil d'un sportif, j'allais dire. Le sportif, il va passer par une phase d'entraînement, de préparation sportive. Avant de postuler dans une entreprise, nous, on va le préparer pour faire un CV. Le CV doit être aux normes. Effectivement, il va y mettre son savoir-être, son savoir-faire. Mais donc déjà, la préparation sur un CV. Ensuite, travailler son profil LinkedIn. On va l'aider aussi, et ce qui est très important, c'est travailler son élocution, sa posture. Ensuite, deuxième étape, c'est le jour J, le jour de compétition. Donc, il passe son entretien. Et son entretien, donc, il n'y va pas les mains vides. Déjà, il se présente, il prend un cahier, un crayon, il prend des notes. Il a pris connaissance avant d'aller à l'entretien de l'entreprise. Et bon, après, il se met en avant et c'est à ce moment-là où il montre son savoir-être et son savoir-faire. Et la phase 3, c'est la phase de décrassage pour le sportif. Et pour la personne qui postule, c'est remercier. Déjà, envoyer un mail de remerciement et peut-être après, et même certainement un peu plus tard, relancer. Voilà, donc nous on les prépare un petit peu de cette façon. Et un peu aussi ce qu'on fait de plus en plus, les utilisations des réseaux sociaux, puisque chaque étudiant, qu'il soit dans le sport, la finance, travaille aussi son personal branding, c'est-à-dire que lui, il faut qu'il mette en place une visibilité, entre autres, on parle de LinkedIn aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est très important. C'est primordial. Un étudiant, et on constate aujourd'hui, les étudiants de l'INSEC Sport sont très actifs sur LinkedIn. Chaque action de bénévolat est publiée aujourd'hui sur leur profil LinkedIn et relayée ensuite sur les réseaux du groupe Omnes. D'accord. Aurélien, par rapport à un petit peu un profil d'un étudiant qui aimerait évoluer dans le monde du sport, alors souvent, nous, on avait l'habitude de travailler avec le outdoor, le territoire de Chambéry, entre autres, et l'univers des Pays de Savoie. Et souvent, on se disait, si tu ne sais pas skier, tu ne peux pas bosser chez Salomon. Globalement, c'était un peu ça. Tu dois être moniteur de ski pour bosser chez Salomon. Ça a beaucoup évolué, puisqu'on parle beaucoup plus de métiers. Quels sont un peu les profils d'étudiants qui aimeraient évoluer dans le monde du sport, ou d'étudiants ou de salariés? C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient différents ou pas, ou est-ce qu'il faut avoir un code vestimentaire? Là, il y a plein de questions. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour travailler dans le sport, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, je pense que les premiers stages et les premières expériences vont être clés. Que forcément, au début, on n'a pas d'expérience, donc ce que va regarder un recruteur, ça va être la vie associative. Ouais. Je travaille beaucoup pour Red Bull et je sais que Red Bull, ils regardaient aussi beaucoup, ils postent beaucoup des jobs étudiants. Et Red Bull faisait très attention. Ils avaient plus tendance à prendre quelqu'un qui avait fait un job étudiant Red Bull en se disant c'est quelqu'un qui a essayé de travailler, qui a déjà noué un contact avec nous. Et donc plus facilement, ça crée aussi des passerelles aussi, parce que tu connais déjà les RH. Si tu as bien travaillé, ils vont pouvoir te pousser sur quelque chose d'autre. Donc on dit souvent, n'attendez pas votre première recherche de travail pour travailler votre village et donc rencontrer des gens. N'attendez pas votre première... il faut que je trouve n'envoyez pas des mails en disant je dois trouver un stage. C'est plutôt anticiper, aller rencontrer les gens, profiter de vos cours aussi ou de vos travails de groupe pour aller rencontrer des gens. Et c'est plus comme ça, faites-vous remarquer en amont, ça revient un peu à ce que vous disiez, la préparation, que juste pendant. Et après les codes... en vrai, maintenant que j'ai un cabinet de recrutement, tout le monde veut travailler dans le sport, donc ça me fait marrer maintenant d'avoir des profils à 45, 50, c'est beau. Et après, je dis, c'est beau, mais en même temps, c'est dur en France, parce qu'en France, on n'est pas très bon pour faire des passerelles. Donc des gens qui ont 20 ans d'expérience, qui ne sont pas dans le sport, ça va être assez compliqué, sauf cas exceptionnel, où on peut être parachuté directeur général parce qu'un gros sponsor devient gros sponsor d'un ayant droit et tu peux être le DG, mais ça n'arrivera pas souvent. Donc les passerelles en France sont difficiles, donc, et moi je suis souvent le premier déçu, même si j'essaye de casser un peu ces codes-là.
J'ai encore du mal à pousser un directeur des achats qui n'a jamais bossé chez un équipementier ou qui n'a jamais bossé dans le sport. Il aura du mal à arriver à être directeur des achats ou financier du PSG s'il n'a pas eu d'expérience avant dans ce secteur. Donc les premières expériences sont à mon avis clés. Il ne faut pas attendre, faut pas se réveiller à 40 ou 45 ans, se dire ah ouais j'ai envie de bosser dans le sport. Je leur dis moi aussi j'ai aussi envie de bosser dans le sport. Et donc oui attention, il faut s'y prendre tôt. Et donc d'où l'intérêt des stages. Moi je dis souvent j'aurais jamais fait ma carrière si j'avais pas fait mon année césure au Girondins de Bordeaux. Coup de chance, il faut la créer aussi. Mais derrière, je n'aurais pas fait mon année césure au Girondins, mais j'ai peut-être pas tout ce qui se déclenche derrière, chez Avasport, chez La Fourmi. Donc oui, il faut la provoquer, donc il faut pas minimiser ses premiers stages. Oui, puis je crois que quand même, malgré tout, le monde du sport, et on dit qu'il faut les mêmes profils, tu as raison Christine sur la démarche, mais quand on évolue dans le monde du sport, c'est quand même un monde fermé, et il y a quand même des codes et pas mal de règles qui font qu'on ne peut pas venir de n'importe quel univers, on n'est pas dans la banque, on n'est pas... Après, c'est le grand débat du moment, je parlais sans citer les clubs, il y a 2 clubs qui sont un peu à l'opposé là-dessus, c'est est-ce qu'il faut être fan de sport pour travailler dans le sport ou fan d'un club pour... avant, c'était un peu la tendance de dire il faut être fan d'un club, et là, moi j'aurais plutôt tendance à dire c'est mieux si tu n'es pas fan du club pour lequel ou l'entité pour laquelle tu travailles. On m'a répondu le contraire l'autre jour, donc... je pense que aimer le sport, c'est le b.a.-ba, mais je pense que tout le monde aime le sport à un minimum. Donc tous les gens qui vont vouloir postuler, après il faut montrer que tu l'aimes. Donc montrer que tu l'aimes, c'est ta vie associative, c'est ce que tu fais à l'école, c'est être au moins en BDS, avoir commencé à créer des contacts, faire du sport. Il y en a qui adorent le sport mais qui n'en font pas, donc ça me fait toujours un peu marrer aussi. J'ai pas le temps de faire de sport. Ok, bon, c'est compliqué quand même. Si tu n'arrives pas à faire du sport alors que tu es encore étudiant, donc ça c'est quand même des b.a.-ba aussi. Et puis suivre l'actualité du sport, c'est aussi un conseil tout bête, mais j'avais un premier manager qui me disait à chaque fois que tu vas chez un client, lis l'équipe et tu auras toujours une anecdote à raconter en introduction. Mais si tu n'es pas au courant que hier il s'est passé un truc, tu vas passer pour un guignol. Donc voilà, c'est lire l'actualité, lire l'équipe avant un rendez-vous, lire l'équipe, lire l'actu de l'entreprise dans laquelle tu vas passer ton entretien. C'est peut-être passé un truc il y a 10 minutes et tu dois le savoir. Donc oui, connaître le sport, l'aimer, c'est sûr, et après le prouver, et puis après créer son propre réseau dans le sport. Je crois que Julien, c'est un peu ce qu'on partage, puisque tu as cette culture de toujours, je sais pas, toutes les semaines, tu envoies Sport Stratégie pour dire aux étudiants de lire. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans nos programmes. Moi, je retiens un élément essentiel, et aussi de mon premier manager en club, c'était la curiosité. Mais pas mal placé, être curieux et s'intéresser à ce que fait la structure, ce que fait l'autre, et surtout comprendre pourquoi. Et pour pallier parfois ces manques d'expérience d'étudiants, moi je leur dis souvent, utilisez vos travaux à l'école, vos travaux de groupe, vos devoirs que vous avez à rendre, pour les amener vers l'entreprise. Exemple, vous voyez que dans une entreprise, admettons, on prend Decathlon, on recherche un community manager en stage ou en alternance, le RH va recevoir 150 profils. Mais envoyer un calendrier éditorial de la semaine, envoyer des exemples de réseaux sociaux, envoyer une première réflexion de strat digital, je dis toujours une première, mais appuyez-vous de vos cours, parce que ça peut être un élément qui fait la différence. Et c'est la curiosité. Et pour rejoindre aussi ce que dit Christine, il n'y a jamais de hasard. C'est une préparation évidemment importante en 3 étapes. Je retiendrai ça aussi précisément. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Oui, il y a du réseau, ce que certains de nos étudiants appellent du piston. Moi, j'en suis un exemple assez précis. Je travaillais dans un club dont mon père était ma famille était le créateur, était entraîneur. J'ai progressé dans ce club. J'ai fait 4 présidents. Quand on est parti, ça m'a permis de rebondir, etc. Mais parce que j'ai aussi appris cette culture du réseau, remercier les gens, ne pas appeler les gens que simplement quand on a besoin, savoir s'intéresser à leur actualité, d'où l'intérêt aussi de Sport Stratégie. Très clairement, on a l'avantage d'être en partenariat avec ce magazine, c'est que l'avant-dernière page de ce magazine, il y a 15 à 20 contacts qualifiés
nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone que nos étudiants reçoivent. Moi, ça fait une dizaine d'années que je le lis, j'ai un fichier de 3500 contacts. Eh bien, ces personnes, on les contacte, on prend intérêt à eux, on les félicite pour un élément, on les ajoute sur LinkedIn. Et puis, petit à petit, l'oiseau fait son nid, puis l'étudiant va se rappeler de lui. Donc, je crois que c'est, en fait, dans cette société où tout va très vite, où on a envie d'avoir tout de suite, nous les premiers d'ailleurs, eh bien, revenons à des choses peut-être un peu plus simples, étape par étape, et puis prouvons aussi que nos étudiants sont capables, mais qu'ils doivent aussi parfois montrer avant qu'on leur donne. Je suis tout à fait d'accord, évidemment, mais est-ce que, en fait, derrière tout ça, j'ai l'impression, mais peut-être Aurélien, même Christine qui connaît d'autres secteurs, j'ai l'impression que le secteur du sport est un secteur plus exigeant. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on veut percer dans le domaine du sport, j'ai envie de travailler dans un univers peut-être différent. J'ai l'impression, alors peut-être c'est pour ça que je vais échanger avec vous, mais je trouve qu'il faut beaucoup plus d'investissement, d'implication. Je dirais que je travaillerai dans un univers bancaire où je fais mon petit job, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est très très difficile d'évoluer dans le sport et que ça demande beaucoup plus d'implication. Moi, je crois que... Ouais, alors nous, on nous demande à montrer des profils, pas forcément que animés, mais surtout engagés. Et dans cet univers-là, effectivement, qui est un univers de niche, on veut la preuve de l'engagement du jeune, qui sera pas la même chose pour un métier dans le digital ou dans la banque ou dans la communication. D'ailleurs, c'est souvent moi, une question qui est posée par nos étudiants, et d'ailleurs les équipes d'Aurélien essayent de le pousser en cours, mais c'est la rémunération. Tu parlais de l'exigence notamment. C'est un métier passion, donc où le démarrage, très clairement, est bien parfois plus bas qu'un autre secteur que le bancaire, que le digital, parce que le manager va y voir, tu as une chance inouïe d'y être dedans. Mais pour revenir à l'exigence également, moi je suis un adepte du savoir-être, c'est un élément qui est pour moi déterminant. Trop de personnes, selon moi, ont tendance à penser que dans le sport, c'est à la cool, c'est sympa, on passe des bons moments, on rigole bien, etc. Tout le monde se tutoie. Certes, c'est un milieu très engageant, passionné, ayant travaillé 8 ans en club, c'est là où j'ai été extrêmement passionné de vibrer à l'actualité de mon club. Mais ça n'empêchait pas qu'on a une entreprise, en l'occurrence, donc avec des codes, avec des respects, Moi, je ne tutoyais pas mon président, je le vous voyais, même s'il me disait de le tutoyer, je le vous voyais. Je crois que le savoir-être est extrêmement important, et encore plus dans le sport, où on a tendance à penser que c'est sympa. Et je crois que les étudiants qui soigneraient encore davantage leur savoir-être sont automatiquement récompensés. Pour moi, c'est essentiel. Je ne sais pas ce qu'en pense Aurélien, mais... Ouais, moi, je ne trouve pas que ce soit plus exigeant. Je pense que c'est surtout que c'est un microcosme et que du coup, faut montrer un peu patte blanche, quoi. C'est ce qu'on disait au début. Il faut, ce que vous veniez de dire, c'est qu'il faut aussi il faut montrer qu'on fait du sport, qu'on aime ça. Il faut aller un peu plus au-delà que juste dire j'aime le digital et j'aime le sport, quoi. Faut un peu plus le prouver, un peu plus. Prouver, voilà, exactement. Okay. Après, est-ce que c'est plus exigeant c'est un métier passion, et oui, il faudra faire des sacrifices souvent sur la partie salariale, ça il ne faut pas se le cacher sur en le France. Temps aussi, puisque souvent c'est et après c'est un choix de vie aussi, exactement, voilà. C'est souvent les week-ends. Mais derrière, moi j'ai toujours, pendant 15 ans, j'ai été ravi de me lever tous les matins, donc c'est un choix aussi, c'est un choix de vie, tout simplement. Ça, ouais. Mais il faut se battre un peu plus pour y rentrer, parce qu'il y a moins de place aussi, et parce que les gens, une fois qu'ils y sont, c'est rare que les gens quittent leur poste. Et comment être sûr, puisque là on a un public peut-être de lycéens qui se posent des questions, leurs parents en disant voilà, est-ce que mon fils il va aller dans le domaine du sport? Parce que des fois ça fait peur, parce qu'on se dit bon, peut-être pas de job. Comment être sûr, quel est le conseil que pourrait donner Aurélien sur je suis fait pour aller dans ce domaine? Qu'est-ce qui ferait qu'un lycéen on lui dit va là-dedans, pas parce que je sais jouer au tennis, que je suis un 6, mais peut-être autre chose qui fait qu'on serait sûr de s'épanouir dans ce secteur? Les conseils là-dedans,
C'était exactement mon cas il y a 20 ans. J'ai pas pu performer au haut niveau, mais je me suis dit, c'est ma passion et comment je fais pour y arriver. Et là, c'est tout ce qu'on vient de se dire. C'est pas attendre qu'on vienne te chercher, c'est plutôt à toi d'aller chercher les gens. Donc c'est plutôt de se bouger, de ne pas avoir peur, d'ouvrir les portes. Quand tu cherches un stage, je me souviens, mon premier stage, c'était au Limoges CSP. Je suis de Limoges. Je passais devant tous les jours. Mon père m'a dit, vas-y, si tu veux un stage au Limoges CSP, tu vas avec ton CV. Plutôt que d'envoyer ton CV, tu rentres, tu dis bonjour, tu te présentes, tu dis que tu es un fan, tu sais que tu rêverais de bosser pour eux. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et cette personne-là, elle est passée un jour DGA de l'AS Monaco. Ça m'a fait rentrer à l'AS Monaco. Enfin voilà, après c'est à toi de créer, d'ouvrir les premières portes, pas attendre que ça vienne tout seul. Donc oui, il y a plein d'étoiles dans les yeux à vouloir travailler dans le sport. Les conseils, c'est toujours croire, toujours se garder ça en cap. Toujours se dire, je veux... Et donc, du coup, je reviens encore une fois à ça, mais ça va être les stages, quoi. Pas attendre la dernière semaine pour trouver son stage et donc prendre un stage qui ne sera pas du tout dans le sport, parce que derrière, vous aurez du mal à y revenir, quoi. Donc, vraiment, concentrez-vous sur les premiers stages, même... Moi, c'était Décathlon aussi, Décathlon, Limoges. Essayez de, même si c'est un stage, essayez de tester plusieurs activités, plusieurs métiers. Moi, c'était du commercial, du marketing, du digital, de la com. Essayez de voir aussi, ça va vous affiner aussi votre parcours professionnel. Mais franchement, toujours garder qu'il y ait un lien avec le sport. Quand même, ouais, c'est ça. Exactement. Après, ça peut être un annonceur. On parlait de House tout à l'heure. Ils cherchent beaucoup d'étudiants, de stagiaires en ce moment sur comment activer leur partenariat sportif. Allez voir aussi les marques qui recrutent. On est dans une phase aussi en France en ce moment où les marques, les annonceurs internalisent des métiers de la communication, passent de moins en moins par les agences. Donc allez voir aussi les marques qui communiquent dans le sport. Et après les équipementiers, c'est la même chose. De plus en plus, toute la com, le brand content, tous ces sujets-là sont internalisés. Donc ça ouvre un champ des possibles encore plus grand pour les étudiants. Mais allez-y, enfoncez les portes, faites-le malinement. Mais profitez de vos case studies en école pour prendre contact. Plus facile d'avoir le directeur marketing d'Aoste en lui disant voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme cas. On a vu que vous êtes devenu partenaire du Loup. Est-ce que vous êtes content de vos retombées? On aimerait travailler sur la visibilité de Cochonou en local. Elle ne dira jamais que ça n'intéresse pas. Ouais. Donc profitez de ça. Et derrière, c'est plus facile de lui demander un stage parce que tu l'auras rencontré 3-4 fois à un café. Donc c'est essayer d'aller vers les autres, de créer ces relations-là. Et après, si vous n'avez pas ce réseau-là, moi je dis toujours, j'aime bien me mettre en relation. Donc demander toujours à quelqu'un une mise en relation, c'est mieux qu'envoyer un LinkedIn qui est pour moi un peu une bouteille à la mer. Donc si vous avez dans votre réseau quelqu'un qui peut arriver à cette dame-là, faites-le comme ça, quoi. C'est moi la culture du piston, mais c'est toute une stratégie, un peu ce que disait Christine. Moi, dans mon business commercial, je n'attaquerai jamais. J'essaie toujours d'être introduit par quelqu'un. Tout à fait. Donc c'est essayer d'aller chercher la bonne personne qui va t'ouvrir cette porte-là, et derrière tu le fais intelligemment. Donc c'est aller chercher je ne sais pas comment on peut appeler ça, le relais, mais ça c'est intéressant à le faire. C'est pas du piston, c'est de la stratégie pour aller toucher la bonne personne. C'est ça. Et après la curiosité, je reviens à ça sur les entretiens, ça me faisait penser à un entretien que j'ai eu sur un profil assez technique SI pour un club de foot. Pour moi, il avait très peu de chance. Moins de chance que les autres parce que techniquement, il était moins fort. Et il m'a bluffé parce qu'il avait travaillé, il savait quels allaient être tous ses interlocuteurs le jour J à l'entretien. Il savait qu'il y en avait un qui était fan d'opéra, l'autre qui était fan de gastro. Il avait préparé son entretien comme un dingue, ça a duré 1h30. Et sur chaque exemple, il prenait hier soir j'étais à l'opéra, et je me suis dit, mais le mec, il a été bon et c'est lui qui a été pris. Quoi. Oui, parce qu'il s'était intéressé aux gens la veille de son entretien, il avait checké quels seraient les gens via le mail. Donc il s'était intéressé à chaque personne sur Google, il savait que lui, il allait souvent là, que lui était dans une association. Il avait pris tous ces exemples. Et j'ai dit, tu as été très fort. Bravo. Très bon exemple. Donc c'est aussi regarder qui sera présent lors de vos entretiens. Et aller chercher, si ça se trouve, en fait, tu te rends compte que c'est le meilleur ami de ton père que tu ne connais pas forcément. Voilà, il y a la force d'avoir des synergies sur LinkedIn, ça sert aussi à ça.
de voir, bah, tiens, un tel, en fait, il est proche de lui. Bah, lui, c'est un de mes... Je peux l'avoir comme ça, donc il peut peut-être me filer une bille. C'est une vraie préparation, quoi. Exactement. C'est pas juste regarder, je disais, lisez l'équipe, mais il y a d'autres choses à faire avant. Ah ouais, tout à fait. Comment, derrière ça, Julien, ça me fait penser aussi à tout ce que tu as mis en place sur les programmes sport, un peu le mémoire qui est un peu spécifique, toutes les interviews. Pourquoi, voilà, ça correspond à ça, je trouve. Parce que je pense que chaque niveau d'étude a une exigence. Le Master 2, via soit la mission consulting, soit le mémoire, eh bien, ça doit être encore une carte permettant ou une clé permettant d'ouvrir une autre serrure, une autre porte. Dans le mémoire, par exemple, ou dans la mission consulting, les étudiants vont interroger des professionnels, véritablement, sur des sujets dédiés, donnés, qui les intéressent, et dont le sujet n'est pas forcément lié à leur propre entreprise, parce que moi, je leur dis tout le temps qu'on les prépare non pas à l'après-Master 2, après l'après-Master 2 INSEC, mais très clairement à 3-4 ans. Et en faisant ça, déjà, ils continuent à échanger avec des pros. Je leur dis, envoyez votre mémoire, précisez-leur votre date de soutenance, taguez-les sur LinkedIn, etc. Simplement les informer. Parce que quand vous donnez un mémoire de recherche ou d'études ou une mission consulting à un patron, comme le disait Aurélien, le mec ou la manageuse ou le manager, il va la lire, ou tout du moins la voir au coin du bureau ou dans son mail. Donc c'est un effet de répétition en l'occurrence, plutôt que d'arriver en disant je recherche mon premier CDI. Ça ne fonctionne pas, très clairement. Je suis dans l'obligation. Voilà, ouais, alors c'est effectivement mieux. C'est souvent plutôt je suis dans l'obligation de faire un stage, donc pouvez-vous me prendre. Voilà. Donc en fait, c'est étape par étape. Et je crois que, moi je crois beaucoup à l'expérience, écouter ceux qui ont fait avant. Et donc, les conseils qu'on propose et les conditions d'enseignement qu'on propose dans nos programmes sont ceux qui vont permettre aux étudiants de s'intégrer. Et il faut qu'ils nous écoutent là-dedans. Et la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc je crois que nous allons continuer à le répéter. Tout à fait, exactement. Christine, on parlait aussi tout à l'heure d'annonceurs. C'est un gros marché dans le domaine du sport. C'est-à-dire que les jeunes souvent pensent à des entreprises du sport, mais ne pensent pas qu'un annonceur comme AOS, tu parlais de jambon, bon voilà, ça ne me fait peut-être pas rêver d'aller là-bas, mais par contre, directeur sponsoring ou marketing de cette entreprise, chef de projet, est-ce que ces entreprises avec qui tu travailles, puisque tu es spécialiste de l'alternance, recherchent plutôt un métier, donc une compétence technique, ou aussi un passionné de sport? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes qui veulent évoluer chez un annonceur? Peut-être différent. Alors, les mêmes étapes que énoncées précédemment. Et ensuite, il faut que le jeune prenne conscience que le sport, et c'est ce qui a été dit ce matin, n'est pas que strass et paillettes. On va travailler au service d'une marque, d'un sportif, et qu'on sera toujours la face cachée de l'iceberg. Et ça, c'est très important, que le jeune qui veut s'engager par passion, peut-être, dans cet univers, comprenne que ce ne sera jamais lui la star, mais il sera au service de la marque ou du sportif. C'est une posture, un peu. C'est une posture. Oui. On avait une petite réflexion, et Aurélien, on profite que tu sois là. Nous, on évolue dans un monde de l'outdoor qui est très spécifique avec des codes, entre autres vestimentaires. Donc des fois, avec Julien, on n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet. Pas du tout. Globalement, si tu veux, nous, on est partenaire d'un événement qui s'appelle Hi-Fi Festival à Annecy, où tous les gens qui sont dans ce secteur ont tous des casquettes avec des tenues bizarres, pas comme les nôtres. Est-ce que c'est important quand on va faire un entretien, par exemple, dans cet univers? On a vu tout à l'heure la vidéo de Jules Beau, le gars a une casquette, le directeur marketing. Importance, pas importance? Est-ce qu'on conseillerait à un étudiant de venir habiller comme l'univers de son sport, ou plutôt, non, il faut que je me présente différemment, quoi? Alors, j'ai un cabinet, donc je me dois aussi de connaître mes clients, mais on n'envoie pas quelqu'un au PSG en t-shirt et en short, ça c'est impossible. Moi, je dis souvent qu'il vaut mieux être trop bien habillé que pas assez. Donc je dirais toujours pour un premier entretien, si vous ne savez pas, mettez-vous en costume. Ouais, okay. Et au deuxième, vous verrez en fonction, un jean, chemise, ça peut suffire, mais
tu sais jamais qui va t'accueillir une première fois. Souvent, c'est les RH, donc c'est quand même la population qui est peut-être pas la plus fun, entre guillemets. Donc, je conseillerais toujours d'être en costard, d'être en costume, tout simplement pour un premier entretien. Et ça m'est arrivé à l'inverse sur des candidats que j'avais mal briefés ou j'avais pas fait attention de les envoyer. Je l'ai pris pour moi. Ils sont arrivés en t-shirt et ça a été radical. Donc, donc les mêmes codes en fait. Exactement. Donc je pense qu'il vaut mieux être plus que pas assez. Ouais. Donc premier entretien, costume c'est très bien. Pas besoin de la cravate. C'est vrai que dans le sport il n'y a pas souvent la cravate, mais costume pour moi c'est principal. Donc on reste, ce qu'on disait, Christine, tu disais, ça reste quand même les mêmes règles quelque part. Les codes du recrutement, puisqu'on est dans du recrutement, sont des codes universels. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre d'ailleurs. Pour rebondir par rapport à ça, par rapport à tous ces besoins du marché, qu'est-ce que propose le groupe Omnes Éducation en termes de formation au sein du pôle sport? Je crois que tu nous as apporté une petite slide. Oui, une petite slide. Donc globalement, en fait, nous, dans le pôle sport, on essaye d'être présent sur l'ensemble des métiers, puisqu'on revient à la notion de métier. Il y a le secteur, mais il y a aussi tous les métiers. Donc on a tout ce qui est conception, création visuelle, tout ce qui est manager de la com, de la stratégie digitale, etc. Donc là, on est vraiment dans l'univers du digital, comme on peut le voir, avec des bacs +3, plus des prépas, etc. Donc ça, c'est vraiment correspondre aux besoins du territoire sur le digital. On a après tout l'univers, donc on va peut-être le voir avec le slide après, mais l'univers également de la distribution, puisque là, on forme aussi, c'est un métier très spécifique. Négocier, c'est pas faire du digital, donc c'est quand même d'autres choses. Donc on a toutes les écoles donc, de commerce qui sont plutôt INSEC Bachelor, INSEC MSI, Sub de Pub plutôt sur l'aspect digital. On a des spécificités aussi à Monaco, puisqu'on est sur l'hospitality, cours en full English, donc là c'est un autre métier, quand même tout à fait différent. Créa Genève, très design, très tourné sur la création. Mais il n'y a pas que ces écoles, il y a l'ECE aussi, puisque dans le sport il y a aussi des ingénieurs qui vont créer des produits. Donc si vous voulez travailler chez Decathlon, il y a un technocentre à côté du Mont Blanc, à Chamonix, où ce technocentre, c'est les spécialistes de la chaussure, de la fameuse tente, là, vous savez, la tente qui se monte en 2 secondes, mais qui se remet un peu plus longtemps. Mais en tout cas, voilà, le pôle sport est très large pour nous et nous permet d'avoir globalement de toucher à tous les métiers qui vont permettre aux jeunes de travailler dans cet univers. Et le fait de faire partie justement d'un groupe qui soit comme ça multi-sujet, multidisciplinaire, c'est vraiment un atout, du fait, c'est une vraie différenciation. Oui, c'est un atout parce qu'en fait, on va parler d'orientation tout à l'heure, c'est ce qui a été évoqué, c'est qu'on va plus parler de la notion d'orientation et en fonction de ça, et pas vendre l'école pure et dure, mais de dire tu veux aller dans quel univers, voilà ce qu'on te propose. Donc ça donne un champ plus large et pas forcément zoomer sur une école parce qu'on a envie de vendre cette école. C'est en fait proposer un ensemble, on le voit avec toutes nos formations diverses et variées. Et ça, c'est un vrai atout pour l'étudiant quand il est dans un premier choix, mais aussi au cours de sa scolarité. Puisqu'on peut démarrer en bachelor avec une idée, se spécialiser en master, des passerelles, voilà, beaucoup de passerelles. Les écoles d'ingé, c'est souvent on commence école d'ingé. Quand on a fait des bac +5 marketing, on ne va pas en ingé. Mais par contre, ça peut faire une double compétence pour les ingénieurs, de finir avec un master spécialisé en management, par exemple, en digital. Donc, vous voyez, ça donne beaucoup de possibilités. Et si on a envie d'en savoir plus concrètement, on a sûrement des étudiants, des lycéens là derrière l'écran qui voient tout ça et qui ont envie d'en savoir plus. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, on a des sites internet qui sont assez clairs et assez précis. Donc la première démarche, c'est ça. Et après, la meilleure des démarches, c'est venir dans les écoles. C'est-à-dire qu'il faut aller rencontrer les gens qui font les écoles, donc les étudiants, les directeurs, les responsables. Parce que je pense qu'on ne fait pas un choix d'école par uniquement aller voir une brochure. C'est plutôt, voilà, est-ce qu'on aime cette école, est-ce qu'on a le projet. Donc il faut échanger. C'est une atmosphère aussi et c'est des rencontres. C'est une atmosphère, des rencontres, rencontrer des alumni, des anciens, c'est ce qu'on a vécu un peu aujourd'hui, c'est être capable de comprendre. C'est difficile l'orientation quand on a 17-18 ans, donc qu'est-ce qui va, voilà, pas se tromper de secteur. On a le droit de se tromper évidemment, mais je dirais que plus on va rencontrer, c'est comme la préparation, disait Christine, plus on se prépare, plus on va se renseigner, plus on met du temps, plus à un moment donné on fera le bon choix. Et en plus, pour info, pour tous ceux qui sont en ligne, il y a sur la plateforme la possibilité jusqu'à 18h d'échanger avec des professionnels de l'école. Donc si vous avez la moindre question, ce sera aussi le lieu pour les poser. Et bien, la journée se termine. Peut-être, je vous propose qu'on fasse un dernier petit tour de table virtuelle pour peut-être le petit dernier conseil ou bien la sensation, le souvenir qu'il y aura de cette journée. Pour toi, ça a été quoi, Julien? D'être curieux. Allez, Voilà, soyons curieux. Soyons curieux de l'actualité, des métiers et puis surtout de l'univers du sport. Ouais.
Et c'est autant de cartouches qu'ensuite on a bien compris qu'on peut utiliser en entretien, pour trouver un stage, etc. Curieux. Et pour toi, Christine? Être engagé. C'est ce qu'on te demande à chaque fois, hein, ce que tu disais, hein, c'est l'exigence des entreprises qui sont en face. Oui, c'est ça. Donc engagement, c'est-à-dire quoi? C'est implication, c'est mettre ses tripes dans l'histoire, c'est être curieux, c'est s'engager, faire du bénévolat, lire, agir. D'accord, super, merci beaucoup. Et Je pour toi? dirais prouver votre passion, quoi. Vous avez la chance d'avoir une passion, le sport. Plein de gens qui n'ont pas de passion. Alors je dis déjà, on a quand même un avantage, c'est d'avoir une passion. Ma femme me dit toujours, tu as de la chance, tu as une passion. Moi, j'en ai pas. Donc maintenant que vous l'avez, montrez-le. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais surtout, c'est quand même plus facile d'aller au travail tous les matins quand tu vis de ta passion. Donc si tu as vraiment envie de bosser dans le sport, il faut transformer cette opportunité. Exactement, en fait. parce qu'il y en a qui, c'est pas donné à tout le monde. Pas s'arrêter là. Il faut y aller, exactement. Super. Et pour toi, David? En fait, c'est un peu ce qu'on dit, c'est la passion, c'est vivre de sa passion. C'est quand même la chance quand on n'est pas sportif de haut niveau, parce que nous, on a tous été des plus pseudo-sportifs où globalement on rêvait d'être un champion. On a de la chance de vivre de sa passion. Et je pense que ce que disait Christine, je crois beaucoup à l'entraînement. C'est-à-dire ce que les jeunes, ce qu'il faut qu'ils imaginent, c'est la rigueur de l'entraînement. On se prépare, on a des cours, on se fait des choses, etc. C'est comme ça qu'on réussit. On a une logique, on a beaucoup de sportifs de haut niveau à l'école qui sont des gens incroyables, qui demain rebondissent dans des entreprises et les entreprises adhèrent à ce type de profil. Oui, parce que l'engagement, les objectifs. Une exigence personnelle aussi, j'imagine. L'exigence, voilà. On essaye de travailler un peu avec Julien là-dessus, sur le côté, l'exigence, elle va sur ce que j'apprends, qui je suis, ma posture, mes codes vestimentaires, mais aussi mon hygiène de vie. À un moment donné, dans le sport, on est aussi, quand on ne fait pas de sport, quand on est dans une entreprise du sport, on va louper des trucs. Si on est chez Salomon, puis que le midi, tout le monde va courir, on n'y va pas, on loupe un truc. Il faut s'y mettre. Ah ouais, il faut s'y mettre. Voilà, c'est l'engagement, tout ce qu'on a dit. Super, merci beaucoup à tous. C'était une sacrée journée. La journée se termine. On espère qu'elle a été instructive, intéressante et passionnante surtout. Et puis je pense que le dénominateur commun de tout ça, c'est qu'on peut faire de sa passion son job. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, à condition de s'engager, d'être curieux et de transformer cette opportunité. Transformer l'essai. Allez, transformons l'essai. À très bientôt. Au revoir.